J'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables. Du coup, le marathon de Bordeaux, j'ai fait entre 5h et 5h30. Le marathon de Rotterdam, j'ai fait 3h20. Et ensuite, j'ai directement enchaîné avec le marathon de Londres, où là, on est allé chercher un chrono de 3h14. Ton propre défi, il est avec toi-même. Et du coup, tu peux que faire bien. Marine, bienvenue sur le Campus Talk. Tu vas bien ? Oui, ça va et toi ? On te reçoit à l'occasion du salon du marathon de Paris sur notre stand campus et justement ça va être l'occasion pour nous de discuter un petit peu avec toi. Tu es ambassadrice campus depuis un peu plus d'1 an, bientôt 2, ouais, mais surtout tu partages ta passion pour la course à pied depuis plusieurs années maintenant sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube aussi. Donc voilà, coureuse passionnée et la première chose que je veux partager aux gens et ce qui va un peu servir de fil rouge au fur et à mesure de la discussion, c'est que sur campus, entre autres, ce qu'on promeut avant tout, c'est la progression à travers la course à pied. Certes, la progression en termes de chrono, mais surtout la progression en tant que personne. Et souvent, l'un et l'autre peuvent aller aussi un petit peu de pair. Toi, tu es une bonne exemple. Ton premier marathon, tu le cours un peu plus de 5 heures. Oui, c'est ça. Et quelques années plus tard, tu t'approches des 3 heures. Il me semble pas que tu sois encore passé en dessous. Non, 3h14 l'an dernier au marathon de Londres. Donc voilà, qui a plus de 2 heures de gagné sur marathon. Voilà, donc c'est un peu de ça dont on va parler. Okay. Et justement, on va commencer par ton parcours. Justement, comment un peu t'es arrivé sur la course à pied. Ça commence au bac 3x500. Voilà, ça tu l'as déjà dit en interview, mais parle-nous un petit peu comment t'as évolué au départ, comment t'as atterri là-dedans et qu'est-ce que t'as ressenti. Ok, du coup comme tu le disais, moi j'ai commencé par un footing tous les dimanches matins avec mon père pour préparer le bac de sport. À l'époque, j'ai débuté la course à pied et je faisais aussi du basket. Puis au fur et à mesure, j'ai arrêté complètement le basket et je me suis mise vraiment à la course à pied. Donc au début, c'était seulement un footing par semaine de 10 km tous les dimanches matins avec mon père. Et ça, on l'a fait pendant 1, 2, 3 ans, je dirais. Donc à l'époque, j'ai pas spécialement progressé. On va dire que j'ai progressé surtout sur de l'endurance, mais pas spécialement sur mes chronos. Ensuite, je suis partie faire mes études à Clermont-Ferrand. Et là, j'ai fait ce qu'on appelle... Alors, c'est pas un club d'athlétisme, c'était plus du sport universitaire, où j'ai eu mon premier entraîneur. Et là, je suis passée de 2 à 3 entraînements par semaine environ, au lieu de 1 entraînement, où j'ai commencé les fractionnés. Okay. J'ai découvert un petit peu ce que c'était le fractionné. Est-ce que tu arrives à te souvenir un petit peu à l'époque, parce que ceux qui courent, ceux qui sont présents sur le salon aujourd'hui, j'espère pour eux qu'ils en ont fait quelques-uns pour préparer leur marathon, mais tu te souviens ce que tu avais ressenti à l'époque? Alors à l'époque, déjà, on n'avait pas de montre, on avait un chrono à la main et c'était pas évident parce qu'on devait vraiment laper à chaque fois. Je me sens un peu moins seule d'avoir débuté à cette époque. Ouais, voilà, j'ai vraiment débuté comme ça et voilà, après c'était assez simple, on va dire. On faisait pas spécialement de fractionner sur piste, mais plutôt sur une grande piste qui existait à Clermont et on faisait des 30-30, voilà, des choses qui sont assez basiques à l'époque, on va dire. Qu'est-ce qui t'a motivé alors tu as dit 3x500, mais qu'est-ce qui t'a motivé à continuer à te rapprocher d'un club? La progression. En fait, au début, je voulais vraiment progresser. Je suis arrivée sur des courses où j'étais en catégorie espoir. Il faut savoir qu'à l'époque, sur des petites courses de village, il n'y avait pas spécialement grand monde. Du coup, je partais sur la course et je savais que j'allais être deuxième, troisième, première, deuxième ou troisième parce qu'il y avait seulement 3 personnes dans ma catégorie. Donc, ce qui fait que j'ai fait quelques podiums, des petits podiums sur des petites courses et ça m'a donné en fait l'envie directement de progresser et de voir ce que je pouvais faire en progressant et en ayant du coup un entraîneur. Ok, donc voilà. c'est justement cette petite sensation de victoire qui permet... Alors, de manière générale, je pense qu'on peut généraliser au fait que les victoires, ça peut être des petites médailles, mais ça peut être justement le fait de réussir un fractionné qu'on réussissait pas avant, de réussir un chrono sur une course qu'on réussissait pas avant. Comment est-ce qu'après elle a évolué ta passion? Parce que quand t'es allé sur des courses un peu plus grandes, t'as fait, il me semble, Rotterdam ou des courses comme ça.
Là, tu gagnes plus de, Ah non. t'es plus dans les 3 premières. Non, non, je suis plus dans les 3 premières, mais en fait, le but, c'était vraiment de me dépasser moi-même à mon niveau. C'était pas spécialement d'aller chercher, comme on appelle ça, une course saucisson, entre guillemets, on appelle ça comme ça au club, pareil, pour aller voilà, chercher le pâté, la bouteille. Non, c'était plus la progression. Et du coup, quand j'ai terminé mes études à Clermont-Ferrand, je suis partie à Bordeaux et j'ai voulu encore plus progresser et je suis passée sur on va dire 2 à 3 entraînements par semaine à 4 dans un premier temps. Okay. C'est là où j'ai vraiment vu la progression. Je pense que moi, il y avait déjà l'implication de ma part parce que j'allais vraiment à tous les entraînements. Je suis quelqu'un qui est très routinière et disciplinée. Et donc, j'ai vu directement les chronos qui ont évolué, surtout sur semi-marathon. J'ai fait mon premier semi-marathon, j'ai dû le faire en 2h20 peut-être. Et au fur et à mesure des années, je suis passée rapidement à un chrono de 1h45, 1h40. Et c'est assez drôle parce que je parlais avec mon podologue et je lui disais mais je passerai jamais en dessous des 1h40. Et en fait, des années plus tard, là, j'ai fait mon meilleur chrono. Donc, j'en ai pas refait depuis 1 an et demi. Mais mon meilleur chrono est de 1h28, je crois. 1h28. Et je pense qu'avant ça, tu disais jamais je passerai tous les 2 heures. Oui, totalement. Ouais. Non, c'est vraiment des paliers et une progression vraiment constante, par contre, sur des années et des années. Et ça, on s'en rend pas compte. Et moi, je l'ai vraiment fait progressivement. Mes 3 premières années de running, c'était seulement un footing par semaine. Ensuite, c'est passé à 2, puis 3. Et là, depuis 2 ans, je suis passée à 5. Et depuis cette année, je suis passée à 6 entraînements par semaine. C'est hyper intéressant parce qu'on parle souvent du temps long, mais dans long, tout le monde l'interprète pas de la même manière. Là, on est sur du vrai temps long. Et en fait, on voit que, tu le dis, t'as amené les bonnes choses aussi. Progressivement, t'en as rajouté un petit peu. À chaque fois, ça a marché. Et en fait, là, c'est assez basique. Tu fais ça pendant pas mal d'années. T'en rajoutes un petit peu pour augmenter les curseurs comme on était augmentés. Et là, tu arrives à 6 entraînements par semaine, mais t'as déjà gagné 2 heures sur marathon et presque 1 heure sur semi au final. Ce qui est assez monstrueux. Ouais, j'ai fait pas mal d'erreurs, on va dire, sur mon premier marathon. Des marathons, j'en ai pas fait énormément. En fait, j'ai été tellement... mon premier marathon était tellement difficile, on va dire physiquement, mentalement. À l'époque, il y avait quelques réseaux, mais c'était pas comme aujourd'hui où voilà, on ouvre Instagram et on a directement toutes les infos. J'ai fait plein d'erreurs et du coup, je suis retournée sur marathon des années et des années après. Je crois que c'est 6 ou 7 ans après pour mon deuxième marathon. Okay. Et ensuite, par contre, je les ai enchaînés. Donc, j'ai fait mon deuxième marathon, c'était Rotterdam, et là, le troisième. Londres et le 4e qui va arriver Copenhague. Tu l'as dit au tout début, je vais prendre un peu dans le sens de la temporalité, comme ça ça me permet de pas oublier de choses. Au tout début, tu as couru pendant plusieurs années avec ton père. Est-ce que lui, ton père, il court aussi ou c'est juste une activité que vous êtes créée ensemble? On s'est créé 7 activités ensemble, 7 sorties ensemble. Et directement, quand je suis partie ensuite, après le lycée pour mes études, j'ai toujours gardé le footing avec mon père du dimanche matin. Sauf que lui, il est resté là-dessus. Et moi, je suis partie sur un entraînement en semaine qui était de 1 ou 2 sorties également avec mon groupe. Ce qui fait que le niveau a totalement évolué entre moi et lui. Donc je peux courir toujours avec lui, mais par contre j'ai vu mon niveau évoluer énormément par rapport à lui. Et à côté de ça, par exemple, mon oncle qui court aussi et qui avait un bon niveau quand même, d'année en année, je rejoins, on va dire, ses chronos de référence parce que lui, pareil, ne fait pas de prépa spécifique et s'entraîne un petit peu comme il le souhaite. Ça les a pas piqués? Un peu. Ce qui est bien avec la course, c'est que malgré que toi, tu as eu ta progression, c'est un sport où ça n'empêche pas de quand même partager ton 10 km avec ton père. Ça change rien pour toi, tu vas juste courir un peu plus lentement. Et moi, je l'ai fait ce matin avec la team. Et en fait,
t'as aucun problème à faire ça. Au contraire, ça te fait ta petite sortie plaisir qui fait du bien psychologiquement. Ouais. Et c'est cool de pouvoir garder ça au final le plus longtemps possible. Ouais, on le voit. Moi, du coup, je fais partie maintenant d'un club d'athlétisme et on est un petit groupe. Nous, on est une dizaine de personnes et en fait, c'est des personnes d'horizons totalement différentes. On a une personne qui est assez jeune, qui a 18-20 ans. Ensuite, nous, on a la trentaine avec mon copain et ensuite, ça va être des personnes entre 40, 50, puis 60 ans. Et on est un groupe assez homogène. On a presque tous le même niveau et on se rend pas compte, mais on vient d'horizons différents. Et en fait, c'est une seule chose qui nous relie, c'est la course à pied. Et on se voit du coup 3 fois par semaine, toutes les semaines depuis des années. Justement, c'est un point important dont on va beaucoup parler pendant ce podcast. Je l'ai dit tout à l'heure sur le ton de la rigolade, mais quand je disais est-ce que ton père il est piqué, est-ce que tu as senti quand même que tu avais eu un impact positif dans le sens où comme tes chronos ils se sont vachement améliorés quand tu t'es investi, est-ce que tu as vu un impact positif en se disant est-ce que moi aussi je vais pas pouvoir peut-être m'entraîner un petit peu plus ou faire un peu différemment ou prendre des conseils de ma fille pour essayer d'améliorer mon chrono sur 10 km, peut-être pas en courant plus mais juste en faisant un peu différemment. Tu l'as aidé un petit peu sur ça? Alors j'ai essayé. Je pense que c'est différent, c'est peut-être pas aussi la même vision et ça dépend des personnes. Il y a des personnes, voilà, ça suffit en fait pour eux de faire seulement un footing le week-end, mais on s'est lancé le défi en fait de faire le marathon de Bordeaux, mon premier marathon ensemble. Donc oui, il a fait une prépa, on l'a fait, on va dire un petit peu tous les deux, mais lui était de son côté, moi de mon côté, parce que je commençais à Bordeaux et j'avais des études aussi à Bordeaux et du coup on n'a pas fait la même prépa, même si à l'époque on commençait à avoir un niveau qui était assez différent. On a quand même fait ce marathon ensemble, mais ensuite pour les années suivantes, lui s'est un peu plus consacré sur du cyclisme, du vélo, et moi j'ai continué sur de la course à pied. Dans ton parcours, l'une des premières étapes, c'est donc d'aller à Clermont-Ferrand et de rejoindre ton club universitaire. Ouais. Qu'est-ce qui t'y a poussé? Comment est-ce que tu y es arrivé? Comment tu t'es senti au départ? C'était quoi la première pierre? Alors, la première chose, c'est que quand on arrive dans une nouvelle ville, on connaît personne et mis à part les études, je voulais en fait rencontrer d'autres personnes et le fait en fait de rentrer dans un nouveau club, club avec mes études, ça m'a permis de rencontrer des personnes autour de la course à pied qui avaient cette même passion. Donc ça permet vraiment de rencontrer. Je l'ai fait à Clermont, mais je l'ai aussi fait quand je suis arrivée à Bordeaux pour la suite de mes études. J'ai directement, en fait, je me suis directement inscrite dans un club d'athlétisme à Bordeaux et ça m'a directement ouvert des portes et en fait j'ai rencontré beaucoup de monde à ce niveau-là. Et ensuite ça va être de garder une certaine routine que je peux avoir grâce à ces entraînements, on va dire, en club. À ce moment-là, est-ce que c'est parce que tu te sentais stagné à un entraînement par semaine que tu as voulu faire plus? Est-ce que c'est une rencontre qui t'a poussé? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Le déclencheur à Clermont, ça a été le fait que le basket, j'avais arrêté le basket et je voulais me consacrer à la course à pied. Je voulais débuter, gagner en endurance, etc. Faire mes premiers semi-marathons aussi. Et ce qui a été, je pense, déclencheur, c'était le prix aussi. Faut le dire, au début, alors c'est du sport universitaire et maintenant je pense que ça n'existe plus, mais ça devait être 30 € à l'année. Donc c'était rien. Et ensuite, par contre, à Talence, en club d'athlétisme, il faut une licence. Donc voilà, c'était plus au début au niveau du budget, tout simplement. Un short, une paire de chaussures, c'est ce qu'on disait à l'époque, avant que les chaussures coûtent 400 €. Oui, c'est ça. Totalement. Et donc là, tu as progressé. C'était quoi un peu le parcours à l'époque? C'était avec les copains, vous faisiez les crosses, Qu'est-ce qui se passait? Alors, à Clermont, pour le sport universitaire, il n'y avait pas spécialement de cross. Moi, j'ai vraiment... tout le monde me parle de cross au collège ou au lycée. J'ai jamais fait de cross au collège ou au lycée. C'est peut-être pas plus mal, à vrai dire, puisque... Même pas un petit en 5e, là, le truc non, horrible, voilà. tu t'entraînes pas? D'accord. Non, pas du tout. Un petit souvenir, moi. C'est peut-être pas plus mal, je sais pas. Mais non, moi, j'ai commencé les courses nature. À Clermont, c'était beaucoup de courses nature. Ensuite, on faisait des petits 10 km. Le 10 km de Clermont,
le 5 km de Clermont, il me semble aussi, et quelques petits trails. Mais non, vraiment, mes premières vraies compétitions, entre guillemets, ont commencé quand je suis arrivée à Bordeaux, en club là d'athlétisme FFA. Et du coup, j'ai débuté les crosses. Ouais. Je vais te poser la même question. On a compris ce qui t'a poussé vers l'universitaire quand t'es arrivé à Clermont. Qu'est-ce qui t'a poussé à passer encore l'étape du dessus quand t'es arrivé à Bordeaux? Est-ce que tu t'es dit, bah, c'était super, j'ai envie de passer à la vitesse du dessus? Est-ce que tu te sentais stagné? Alors, j'ai voulu m'inscrire en club d'athlétisme, d'une part, je pense, pour garder ce groupe que j'avais, et d'autre part, pour avoir cette routine. Moi, je suis très très routinière, et en fait, pour avoir de la discipline, j'ai besoin de ma routine. Donc pas spécialement pour faire mes footings, mais par exemple pour les séances VMA, qui sont quand même les plus difficiles pour moi, en tout cas, je trouve. Donc de les faire en groupe, pour moi, c'est le plus important. Après, pour tout le reste, c'était quand même assez facile de tout gérer. C'est facile de tout gérer là, même encore à l'heure actuelle. Comme je suis toute seule à préparer mon marathon, je le prépare moi-même de mon côté. Mais par contre, sur les séances de VMA, je suis avec mon groupe, et du coup, ça m'a poussé vraiment en fait à me réinscrire dans un club d'athlétisme. Après, c'est pas fait pour tout le monde. J'ai mis longtemps, je pense, à trouver ma place, à trouver l'entraîneur qu'il me faut. Mais voilà, maintenant, tout se passe bien. Qu'est-ce que c'est pour toi l'entraîneur qu'il te faut? Alors, je pense qu'on voit parfois les entraîneurs qui sont derrière les athlètes à leur crier dessus, à leur mettre des temps vraiment, enfin à leur mettre un petit peu la pression. Et au final, moi, c'est tout le contraire avec l'entraîneur que j'ai. Et pourtant, j'ai eu plusieurs types d'entraîneurs. Je pense qu'il me faut un entraîneur qui est organisé. Très très organisé, j'aime bien ça. Avoir justement voilà, le mardi à 18h30 on fait ça avec tel chrono, etc. Pas spécialement quelqu'un qui est sur le bord de la piste. Moi par exemple, mon entraîneur il court avec moi, donc on a presque le même niveau. Je pense qu'il est un tout petit peu quand même au-dessus de moi, mais on est un groupe avec à peu près le même niveau, et du coup on s'entraîne tous ensemble, et lui en fait s'entraîne avec nous. C'est assez rare de voir ça, mais moi ça me dérange pas. Et ensuite, même si c'est quelqu'un qui est discret, je pense que c'est quelqu'un qui me connaît et qui me comprend aussi beaucoup. J'ai toujours peur de pas faire assez, notamment en prépa marathon, de pas faire assez de kilomètres. Quand on voit grâce à cause des réseaux, par exemple sur Strava, le nombre de kilomètres que peuvent faire certaines personnes. Moi, j'étais toujours à lui dire non, mais tu penses pas que je dois rajouter telle séance, que je dois faire un petit peu plus? Et je lui ai toujours fait confiance. C'est aussi quelqu'un. En fait, il faut avoir une confiance vraiment aveugle en son entraîneur, parce que sinon on est perdu, et je pense qu'on fait un petit peu n'importe quoi avec la prépa. Donc j'ai toujours tout suivi à la lettre, et pour le moment tout se passe bien. Donc voilà, c'est le principal. De toute façon, quand on choisit une méthode, par définition, il faut y croire jusqu'au bout. On fera le bilan après. Sinon, on peut pas faire le bilan parce qu'on a changé au milieu, on a à moitié fait. Enfin, faut essayer de faire le maximum en faisant tout comme c'est prévu, et après on peut juger de comment ça fonctionne. Sinon, dire ouais, mais le coach ou la méthode, t'en as fait la moitié. Oui, mais bon, c'est parce que j'avais bien senti que c'est difficile de juger quand on est dans ce moment-là. Donc le sérieux, la discipline sur le truc. Et bon, pour toi, ça marche de toute manière. Le principal, c'est de trouver sa méthode qui marche, et puis de s'y fier après. Ouais, j'ai fait l'expérience d'avoir un entraîneur où j'avais un peu moins confiance. Je ne sais pas spécialement pourquoi. Je pense que c'était la façon aussi d'entraîner ou d'organiser la prépa. Et en fait, je me rendais compte que moi-même, je rajoutais certaines petites choses dans la prépa en cachette. Et en fait, c'est pas ce qu'il faut faire, parce que c'est généralement là où on se blesse. Alors, on peut se blesser autrement, et c'est normal aussi. Mais pour revenir sur les blessures, j'ai eu une seule blessure. Je touche du bois, mais une seule, voilà, une seule blessure pendant je sais pas, ça fait 15 ans que je cours maintenant, et c'était à Clermont, quand j'avais un entraînement, mais voilà, c'était un petit peu aussi comme on le souhaitait, et où je faisais à l'époque seulement 2-3 sorties par semaine de running. Est-ce que tu te souviens de ce qui a pu déclencher cette blessure à l'époque?
Je pense que c'était un tout. Souvent, on regarde seulement l'entraînement, mais je pense qu'il faut regarder tout ce qui est autour. Moi, à l'époque, j'avais quand même, je faisais mes études, j'avais quand même pas mal de pression, les partiels, etc. Il y a la fatigue aussi, le fait de découvrir une nouvelle vie solo parce que je venais de quitter la maison de mes parents et du coup, je pense que c'est un tout. Je pense que c'était de la fatigue, le fait de passer mon corps, j'étais habituée à seulement des sorties footing ou sinon du fractionné assez simple, on va dire, à un petit peu plus. Et je pense que mon corps n'a pas voulu à l'époque. Et peut-être le renforcement aussi, que je n'ai jamais fait pendant des années et des années. C'est bien de dire que c'est un tout dans tous les cas, parce qu'on veut toujours trouver une cause et dire la blessure, c'est ça, c'est exactement ça. Bon, en général, il faut regarder un peu plus large. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as vécu cette période de transition, je vis chez papa-maman, à la vie d'adulte. Et souvent, c'est quand même une période où moi aussi, c'était très compliqué de m'entraîner dans cette période-là, ou en tout cas, ça marchait pas comme je voulais. Et on se rend pas compte à quel point la vie, en général, elle a un impact énorme sur ce qu'on est capable de faire à l'entraînement. Donc, c'est en général, tous ceux qui ont cette transition, il y a un moment où il y a un no man's land d'entraînement qu'il faut passer. Ouais, et puis même on le vit pas très bien. En plus de ça, moi j'étais toute seule du coup en vie étudiante à l'époque, et c'est là où on se renferme un peu parce qu'on a l'entraînement. Moi j'avais 1 ou 2 entraînements par semaine à l'époque, et là en fait, du jour au lendemain, j'ai plus d'entraînement. Moi j'ai eu une fracture de fatigue, donc ce qui est connu dans le monde du running. J'ai eu 3 mois d'arrêt, mais je me rendais pas compte que en courant seulement 2 à 3 fois, seulement entre guillemets 2 à 3 fois par semaine, la course à pied était ultra importante pour moi, et je pense que les personnes qui m'ont côtoyée quand j'étais blessée l'ont vite vu. Et puis après on s'habitue, mais 3 mois au final c'est pas grand chose, et mais ça a été quand même un petit moment difficile, on va dire, dans ma vie de sportive, et même des années plus tard, j'ai ressenti on parle d'une douleur fantôme parfois, j'ai ressenti un petit peu ce mal où j'ai repassé des examens, et au final c'était absolument pas ça, mais je pense que c'est resté un petit peu en moi, quoi. T'as pas gardé d'exercice de renforcement ou de choses, juste tu fais attention? Alors, à l'époque, j'ai l'impression qu'à l'époque, on parlait moins de renforcement musculaire, ou du moins peut-être on parlait de Tabata, ou de gainage, etc. Et moi, c'était vraiment pas mon truc. Je pense comme peut-être beaucoup de coureurs, c'était... je sais pas, j'aimais pas ça. Voilà, j'aimais vraiment courir, c'est tout, point barre. Et j'ai couru, je pense que ça fait 15 ans que je cours. J'ai débuté le renforcement musculaire il y a 3 ans. Je dirais 2 ans. 2-3 ans. T'as eu l'idée il y a 3 ans, et t'as commencé il y a 2. L'idée il y a 3 ans avec mon entraîneur, qui nous a forcé un petit peu à aller à la salle de sport pendant les entraînements. Et puis il y a 2 ans, je me suis entraînée à la maison. Je faisais une seule séance par semaine. Poids, j'ai acheté des poids à Decathlon, et en fait je faisais mes séances moi-même. Et ensuite, là, cette année, on s'est inscrit en salle de sport avec mon copain pour faire une séance pareille par semaine, où là, on peut travailler avec du poids, on peut travailler également la force, et donc je suis encadrée aussi avec mon entraîneur là-dessus. Ça a été un changement, mais je pense que c'est ultra bénéfique pour moi. Quand tu étais à Clermont, tu t'entraînais 2-3 fois par semaine. Ça représentait une grosse part de ton identité. J'imagine aussi que tu avais l'impression, entre guillemets, que ça te prenait beaucoup de temps dans ta semaine. Aujourd'hui, tu t'entraînes beaucoup plus, tu rajoutes en plus du renforcement musculaire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différentes étapes qui t'ont permis de passer à ces 3 séances qui te paraissaient beaucoup à aujourd'hui, j'imagine, peut-être 2 fois, 3 fois plus, qui te paraissent tout autant en fait? Oui. C'est difficile à expliquer parce qu'à l'époque, 2-3 séances, c'était beaucoup. C'est beaucoup pour certaines personnes, et à l'époque, pour moi, c'était beaucoup. Et au fur et à mesure des années, mais ça s'est fait ça s'est fait très progressivement. Sur, on va dire, 10-15 ans, je suis passée de 2 à aujourd'hui à 6 séances par semaine. Et du coup, c'était ultra important pour moi de garder ces 6 séances. Et donc, je sais pas comment expliquer, mais
je pense que ce qui a fait le déclenchement, ça a été de vouloir progresser. Et en fait, là, l'an dernier, ça a été de passer à 5 séances. Il y a l'an dernier ou il y a 2 ans, à cette année à 6 séances. Et en fait, je sais pas comment expliquer, mais 5 séances ou 6 séances, pour moi, c'était presque la même chose. En plus, avec du renforcement musculaire, ça me permet en fait de faire du sport tous les jours, comme je cours 6 fois et que je fais 1 fois du renfort par semaine. Et je sais pas comment expliquer, mais ça en devient une routine. Par exemple, je cours le matin très tôt ou le soir tard en club. Et voilà, c'est devenu quotidien et c'est intégré dans ma routine et j'y pense même plus à aller faire du sport. Je sais pas comment expliquer, mais voilà. Ça va niveau technique, Elodie? Rien ne prend feu? C'est bon, c'est bon. Ouais, Ok, c'est bon. J'ai vu que ça commençait à Ouais, si, s'agiter. j'ai vu. Donc ça, c'est un peu tes solutions. C'est en fait, ça a pris une place beaucoup plus logique dans ton emploi du temps au fur et à mesure et tu as trouvé des créneaux qui te convenaient de mieux en mieux. Ok. C'est ça. Ouais. Moi, il y a un truc que j'aime bien dans ton parcours, c'est que tu as vraiment pris le temps d'activer les leviers les uns après les autres. Et il y a une phrase que j'ai découverte l'année dernière et qui m'a tout de suite beaucoup parlé. C'est de dire qu'un levier chez un athlète activé trop tôt va le desservir 2 fois. La première fois parce qu'il l'utilise trop tôt et en fait son corps est pas prêt à l'assimiler. Et une deuxième fois quand en fait plusieurs années plus tard il aurait été prêt. Mais comme il l'a déjà utilisé, il est déjà désensibilisé. Ok. C'est une chose que j'aime beaucoup dans ton parcours. Est-ce que tu peux juste nous remettre un peu dans le contexte et dans les échelles de temps entre ton premier marathon en plus de 5 heures, quand est-ce que c'était? Ton deuxième marathon, tu l'as dit, beaucoup d'années plus tard, quand est-ce que c'était? Quelle a été la différence entre les deux? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Mon premier marathon, il me semble que c'est en 2015-2016, marathon de Bordeaux. À l'époque, je sais pas si j'ai fait le meilleur choix. D'ailleurs, il n'existe plus, le marathon de Bordeaux. C'est à cause de ça. Voilà, je voulais faire un marathon dans ma ville, tout simplement. Et du coup, c'était le marathon de Bordeaux. Il était le soir. Donc, en fait, je crois que le départ était à 19-20 heures. C'est dingue, ça. Pareil, pas top pour faire un premier marathon, sachant que j'ai terminé en plus de 5 heures. Donc, quand on fait les calculs, on termine vraiment dans la nuit. Un petit coucou à ceux qui font le marathon pour tous cet été. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, je l'ai mal géré sur plein de points. J'avais fait plusieurs semi-marathons, mais je me suis vraiment dit que un marathon, c'était 2 semi-marathons. Dans les faits, c'est ça, dans les calculs. Sauf qu'en réalité, c'est pas spécialement le cas. Il y a beaucoup plus de paramètres à prendre en compte. Par exemple, l'alimentation que j'avais pas pris en compte. J'avais pas testé mes ravitaillements avant, ce qui fait que à partir du 5 ou 10e kilomètre, j'ai très très mal digéré tout ce que je pouvais ingurgiter sur le marathon. Donc déjà au niveau transit, etc., c'était vraiment pas top. Enfin, voilà, j'avais des remontées en fait à partir du 10e kilomètre. Ensuite, le chemin est encore loin. ouais, voilà, c'est ça. Ensuite, au niveau musculaire, j'ai fait une petite prépa pour ce marathon de Bordeaux. Je pense que mes plus grosses sorties et mes plus grosses semaines étaient à 40 km. Et je pense que mon corps n'était peut-être pas prêt. Quand tu veux dire petite, en durée ou en volume, ou les deux? En durée et en volume. Je pense que je m'entraînais 2 à 3 fois par semaine. Alors, je sais pas, mais pour moi, c'est peut-être un peu limite de s'entraîner seulement 2 fois par semaine pour un marathon. Et du coup, j'étais, aux plus grosses semaines à 40 km maximum, je dirais. Et la plus grosse erreur que j'ai faite, j'étais en études supérieures. Et du coup, il y avait mon gala de fin d'études. Quand ça? Pas très loin avant le marathon. La veille du marathon. Heureusement que c'était le soir en fait. Voilà, en fait j'ai pu dormir le matin un petit peu et le soir il y avait le marathon. Pourtant je suis pas très fêtarde, je suis pas rentrée spécialement tard, mais c'était quand même tard pour un marathon. Donc voilà, j'ai fait plein d'erreurs. Le manque de lucidité.
Ouais. Personne n'a eu de gala dans le public là, hier, c'est bon? Ok. Non, ouais, j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables, ce qui fait que j'ai vraiment cette image de moi à minuit, je sais plus quelle heure il était, dans les rues de Bordeaux. On n'était pas nombreux parce que c'était un marathon à 3000 personnes. Quand on va voir demain, dimanche, au marathon de Paris, le nombre de personnes sur ce marathon, en vrai, c'est quelque chose qui est ultra important parce que moi, je me suis sentie quand même si j'ai fait avec mon père, assez seule sur ce marathon. J'ai trouvé, surtout de nuit, surtout à Bordeaux, quand on part dans les vignes, etc., où il n'y a pas grand monde. Donc j'avais l'impression, c'était un petit peu Zombieland à un moment donné. Mais j'en garde quand même... après une belle expérience, et je pense que toutes les erreurs que j'ai faites m'ont vraiment permis de progresser pour le deuxième marathon que j'ai fait, qui était le marathon de Rotterdam. Combien de temps plus tard? Je dirais le marathon de Rotterdam en 2022, je crois, et le marathon de Bordeaux 2015-2016. Donc Bordeaux, tu venais d'arriver à Bordeaux. Oui. Et donc après, là, tu as eu toute l'expérience voilà. avec le nouveau club, l'augmentation en volume, etc. Voilà, ouais. À l'époque, du coup, pour le marathon de Rotterdam, je devais faire 4 sorties par semaine de running, et là je suis montée aux plus grosses semaines à environ je dirais 50-60 km, ce qui était déjà bien plus que le marathon de Bordeaux. Et du coup le marathon de Bordeaux, j'ai fait entre 5h et 5h30, et le marathon de Rotterdam, j'ai fait 3h20. Donc il y a un gros gap. En même temps, il y a un gros gap aussi d'années. Parce qu'on me dit, mais comment t'as fait pour autant progresser? Mais il y a aussi toutes ces années d'entraînement qu'on voit pas. Voilà. Donc, qui court depuis 6 ans déjà, c'est souvent, souvent les gens répondent ah non, pas encore. Donc mais ce qui prouve aussi que certaines personnes, on voit certaines personnes qui débutent en course à pied et qui font déjà des chronos incroyables, et c'est génial vraiment pour eux. Mais moi aussi, j'ai envie de dire que j'ai débuté en faisant 5h30, qui est déjà très bien pour certaines, mais qui est très peu aussi pour d'autres. Et voilà en fait ce laps de temps entre les deux. Et ensuite, j'ai directement enchaîné, on va dire 1 an plus tard, avec le marathon de Londres, où là on est allé chercher un chrono de 3h14 sur ce marathon. Donc il y avait seulement, on va dire, un an à peu près entre le marathon de Rotterdam et le marathon de Londres. Et là pareil, j'ai encore augmenté, j'ai fait 5 séances par semaine. Okay. Avec mes plus grosses semaines ont été entre je dirais environ 60-70 km par semaine, ce qui est pour certains peu quand même. On me pose souvent la question comment j'arrive en fait à faire ce genre de chrono en faisant aussi peu de kilomètres. Parfois je me pose des questions aussi moi-même, voilà, je parle un petit peu à mon entraîneur et je lui dis, mais tu voudrais pas qu'on rajoute un petit peu? Non, la qualité avant la quantité. Je te pose une question hyper facile. Pourquoi est-ce que tu cours pas 150 km comme on voit sur internet? Alors déjà je sais pas si je suis capable de courir autant. Est-ce que aussi j'aimerais courir autant, parce qu'en fait c'est tout un équilibre entre la performance entre guillemets que j'ai envie d'avoir moi et le plaisir que j'ai envie d'avoir dans ce sport. J'arrive souvent à certaines, enfin je l'ai vu pour le marathon de Rotterdam et le marathon de Londres, à la fin de certaines prépas, je sais pas comment dire, mais ne plus avoir envie de trop regarder le chrono et ne plus avoir envie de faire vraiment de la performance. Et donc, il y a deux ou 3 ans, j'ai décidé de me lancer sur du triathlon. Je sais pas si c'était la meilleure idée pour moi, mais bon, tu dois le sport où les gens regardent le plus leur montre. Voilà, ouais, aussi. Mais moi, c'était vraiment sur un aspect de changer un petit peu, d'arrêter d'être dans de la course à pied tout le temps, arrêter d'être sur du chrono, et de faire autre chose. Et j'ai fait du triathlon pendant 2 ans, donc j'ai fait 2 triathlons. 2 triathlons M, distance M, parce que je voulais pas faire du S ou du XS parce que ça allait trop vite, tout simplement. Mourir, tout simplement. Voilà. Et en fait, je me rendais compte que quand j'avais fait la natation, je me disais, ok,
il y a le vélo, et ensuite c'est bon, c'est ton sport. Et en fait, je me suis dit au bout de 2 ans, ça sert à rien parce que la seule chose que j'attends dans le triathlon, c'était de courir à la fin. Donc ça m'a permis de voir ce que j'aime pas, et ça m'a permis de me découvrir dans d'autres sports aussi. Et ensuite, je suis passée sur du trail. Ce que j'allais te demander, c'est du coup ça qui t'a amené dans ce sport. C'est la façon en fait de m'entraîner, toujours m'entraîner en course à pied parce que c'est vraiment ce que j'aime réellement, mais de laisser un petit peu le chrono de côté, de regarder un peu plus le paysage et d'avoir vraiment cette année qui est découpée entre les crosses en début d'année, ensuite une prépa route, donc 10 km, semi-marathon en fonction des années, et ensuite de partir sur du trail l'été quand il fait bon, quand on n'a pas spécialement envie de se mettre mal sur certaines séances. Du coup, la variété pour toi, c'est ce qui t'amène le plaisir de courir et le fait de pas t'ennuyer année après année, de faire un peu tout ça comme ça? Oui, parce que du coup, ça fait maintenant 15 ans que je cours, et certaines périodes ont été plus difficiles au niveau de la motivation, et j'ai toujours trouvé en fait une solution, notamment avec le triathlon ou maintenant avec le trail, pour changer et voir d'autres choses et faire d'autres choses. Et en fait, on a beau dire que la course à pied, voilà, c'est courir tout droit, point barre. Au final, je suis pas spécialement d'accord avec ça. On peut faire de la piste. Moi, ça a jamais été mon truc, même si on m'a un petit peu forcé parfois à aller faire des 3000 mètres. J'ai rapidement dit non. Et ensuite, avec la prépa route, et ensuite le trail, c'est totalement différent. C'est une autre façon de s'entraîner aussi. Donc moi, j'habite à Bordeaux. C'est très simple pour moi de m'entraîner sur du marathon. Et ensuite, c'est un peu plus complexe de s'entraîner sur du trail pour trouver des côtes et tout. Mais c'est un environnement aussi qui est différent. La variété compte pour toi pour justement rester assidu et durer dans les années. Est-ce qu'il y a d'autres leviers que tu utilises pour rester assidu? Est-ce qu'il y a d'autres leviers que tu as utilisés dans les années entre le marathon de Bordeaux et le marathon de Rotterdam qui t'ont permis de continuer à vouloir progresser, à vouloir s'investir de plus en plus? Qu'est-ce qui a joué là-dedans? Je dirais, c'est assez simple, mais je dirais que c'est la routine. Alors déjà, je pense, la première chose, c'est d'aimer le sport que je fais. Enfin, réellement, j'ai testé, je pense qu'il faut tester plusieurs sports, tout simplement. Moi, je suis passée de l'équitation au basket. J'ai fait avant un petit peu de judo, mais c'était pas spécialement Comme mon tous truc. les Français. Voilà. Après le basket, je suis passée à la course à pied. Puis tu vois, j'ai fait un petit peu de triathlon aussi. Et au final, je suis toujours revenue à la course à pied. Donc pour moi, ça a été vraiment le levier, la passion. Et dans un second temps, ça a été vraiment la routine. Enfin, c'est bête à dire, mais d'instaurer en fait une routine. Donc par exemple, le mardi et le jeudi, j'ai mon entraînement avec le groupe. Le dimanche matin aussi, c'est la sortie longue. Je peux faire mon footing. Je vais chercher mon pain en courant en ville. Et ça, je l'ai instauré. Et maintenant, je n'y pense même plus. Il y a quelque chose que je t'avais partagé, que j'ai découvert récemment, et c'est une vision sur justement qu'est-ce qui nous pousse à faire les choses, et j'ai trouvé super intéressante et super pertinente parce que ça transpire à travers le discours de beaucoup de coureurs, dont toi. C'est le fait de dire que ce qui te pousse au début, c'est la motivation. Ensuite, c'est justement le fait d'être discipliné et de pas avoir besoin du ressort de la motivation pour faire les choses. Et ensuite, en fait, t'as d'autres étapes. Souvent, on arrête le discours en disant, bah voilà, après, je suis discipliné, je fais les choses. Mais non. Après, il y a mettre en place des habitudes. C'est ce que tu décris avec la routine. Et la dernière étape, c'est l'étape de l'identité. En fait, quand tu te conçois comme une coureuse ou comme un coureur, et on voit que ça fait partie aussi beaucoup de ton identité, bah tu te poses plus vraiment la question de est-ce que je dois courir ou pas, parce qu'un coureur ça court, et donc quand tu dois aller courir, t'y vas. C'est vrai. D'ailleurs, un de mes entraîneurs m'avait dit tu dois te considérer athlète. Je lui dis non, les athlètes c'est les personnes qui sont professionnelles. Moi je suis pas professionnelle, je fais pas des temps dignes, on va dire, de ce nom. Et au final il m'a dit si, t'es une athlète, tu cours. Point. Tu veux quoi d'autre en fait? T'es juste une athlète et il faut le dire aussi. Nous, avec Campus, on voit que les gens, même s'il y en a beaucoup qui font un marathon là, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, mais se lancent des défis seuls ou avec des amis, quoi que ce soit. Bref, ils peuvent se lancer ça de manière individuelle, mais on sent que beaucoup ont besoin
à un moment donné, de se tourner aussi vers des gens, de rencontrer des nouvelles personnes. Nous, c'est pour ça qu'on met en place les groupes de course avec Campus. Toi, l'une des solutions que tu as trouvées, c'est justement de rejoindre un club. Tu nous en as parlé à Clermont-Ferrand, puis à Bordeaux. Parle-nous un petit peu des relations que tu as créées dans tes clubs. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce qu'être au contact de personnes dans ta pratique t'a apporté? Moi, oui, du coup, ça fait 10 ans, à peu près 9-10 ans que je suis en club d'athlétisme. Déjà d'une, ça m'a permis de rencontrer des gens qui avaient la même passion que moi. Et c'est tout de suite plus fluide. Moi qui suis un petit peu réservée, c'était difficile de m'ouvrir aux gens, même par exemple lors de mes études supérieures. Et dès que je posais les pieds dans un club d'athlétisme, on avait vraiment... quelque chose, un sujet sur lequel parler ensemble. Et ensuite, il y a plusieurs choses. J'ai fait de superbes découvertes déjà en club et aussi avec mon copain. En fait, mon copain a fait du rugby pendant des années et des années. Et je lui ai dit, viens si tu veux tester à l'athlétisme, sans réelle conviction qu'il allait arrêter le rugby. Ce qui fait que maintenant il est dans mon club depuis je dirais peut-être 3-4 ans maintenant. C'était pas du tout le but en fait qu'il vienne dans mon club d'athlétisme. Je lui ai dit mais vraiment t'es sûr de vouloir? Et à chaque fois en fait les personnes qui étaient au club me disaient alors il vient pas, il est où? Et en fait il y a vraiment une très bonne ambiance. Je pense qu'il faut aussi se créer cette ambiance au sein du groupe, que ce soit dans une asso avec Campus par exemple ou en club d'athlétisme et nous on l'a vraiment et j'ai eu cette bienveillance que je voulais avoir en arrivant parce que j'avais pas je courais en arrivant en club d'athlétisme 2 à 3 fois, ce qui est déjà quand même très bien, mais les personnes ont souvent peur de se lancer, que ce soit dans une prépa personnalisée ou que ce soit en club d'athlé et au final tout le monde débute quelque part et il faut bien à un moment donné débuter par quelque chose. Mais moi il y a quelque chose que je retiens, que j'ai entendu il y a très longtemps, donc peut-être en club aussi à l'époque, mais c'est que quand tu vas courir avec des gens en groupe, que ce soit avec les groupes Campus, en fait une fois que tu es en short t-shirt ou en long en hiver, en fait tu sais pas avec qui tu cours dans la vie, quelle que soit ton origine sociale, ce que tu fais, ton niveau de vie, on est tous des coureurs, on est tous et en fait je trouve que ça amène la bienveillance naturelle parce qu'en fait souvent tu vas même pas te poser la question de qui est la personne en face, c'est juste on court ensemble, t'es nouveau, ok, on parle, on discute et ça enlève des barrières qu'il peut y avoir dans la société en général et y a pas que de la bienveillance. Si on est sur internet il y a pas que ça, mais en fait on se rend compte que dans tous les groupes de course Campus là, les 23 c'est super ambiance, c'est génial et en fait qu'il y a besoin de ça aussi en plus de ce qu'on peut faire de notre côté parce que pour beaucoup ça correspond à notre quotidien, notre capacité d'aller courir quand on peut, mais de rajouter des touches de groupe, de bienveillance et de partage qu'on va chercher. C'est le petit plus qui va faire que aussi on a la sortie plaisir et sur le long terme on continue et on est motivé aussi. Même dans les petites périodes un peu compliquées, on croise des gens qui eux sont dans une belle période et ça fait un équilibre, global. Ouais, moi qui suis assez réservée, quand je suis arrivée à Bordeaux, le but c'était aussi de rencontrer des gens qui avaient la même passion que moi. Et au final, à l'époque, Campus n'existait pas et j'avais déjà mon club d'athlétisme, ça fait déjà longtemps. Et donc je suis rentrée au sein aussi d'une association pour rencontrer d'autres personnes. Et en fait, pendant 1 an, je dirais, ou 2, j'ai fait aussi des sorties en groupe, en plus de mon club d'athlétisme, pour voir aussi d'autres personnes. Et par exemple, au sein de mon club d'athlétisme, comme je disais, il y a des personnes vraiment très très variées et il y en a une qui m'impressionne, c'est un pompier qui est là depuis très longtemps, qui est devant moi sur les séances et il a 60 ans il me semble et quand on voit ce genre de personnes en fait on est juste émerveillé quoi et j'ai envie vraiment de ressembler on va dire à lui dans quelques années. Est-ce que à certains moments, tu as senti que des personnes dans le club a eu un impact positif sur toi, quelle que soit la manière, dans ta pratique, même dans ta vie de manière globale? Ou à l'inverse, est-ce que tu sens que toi, dans tes interactions à travers ton club, à un moment, tu as pu aider une personne, tu as pu lui apporter quelque chose?
qui a pu l'aider dans sa vie ou dans sa pratique? Je pense que c'est les filles justement avec qui je m'entraîne le plus, avec qui on a le même niveau. Et moi, je suis quelqu'un qui est plus endurante que rapide. Donc en fait, je suis plus à l'aise sur les séances longues et souvent, les autres personnes avec qui je suis, les filles avec lesquelles je suis tombée, sont plus à l'aise avec des séances plus courtes. Et donc, en fait, on s'aidait mutuellement. Souvent, on dit que la course à pied, c'est un sport individuel. Mais moi, quand je fais mes séances à l'athlétisme, quand on est tous là, on est 5 ou 6 et qu'on se relaie, par exemple, sur des 300, 400 mètres sur piste, il y en a toujours un qui est devant, qui relaye l'autre et qui essaie de l'entraider. Et alors, je dirais pas une personne en particulier, mais il y a 2-3 filles avec qui je me suis entraînée tout au long de ces années, qui ont fait en fait que moi j'ai progressé et que elles aussi ont progressé, et bien sûr aussi avec mon copain, où mon copain a un physique assez imposant de rugbyman, on va dire. Il est costaud, le garçon. Voilà, il est assez costaud et du coup c'était assez difficile au début pour lui. Il a eu on va dire une marge de progression diverses et variées. Il a débuté la course à pied en club avec moi. Au début, il était derrière, puis petit à petit, il est passé à côté de moi, mais il est passé rapidement à mon niveau. Et c'était toujours compliqué psychologiquement de me dire, bah moi, ça fait 10 ans, 15 ans que je cours, et lui, ça fait 1 an qu'il est au club d'athlétisme, et il est déjà à côté de moi là sur les séances VMA. Donc au début, c'était assez compliqué, franchement, psychologiquement. Et ensuite, en fait, ça nous a vraiment rapprochés, et maintenant ça dépend sur certaines séances, il est plus puissant, donc il est plus fort sur les séances courtes. Et moi, je suis meilleure sur les séances longues, par exemple sur les séances marathon où je suis devant lui. Et en fait, on a presque du coup le même niveau. Et je pense que ça nous a fait progresser tous les deux. Et on partage vraiment maintenant quelque chose d'intéressant, on va dire, grâce à la course à pied. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Les footballeurs, les rugbyman, tous les gens qui font du sport d'équipe et de balle ont souvent un gros potentiel. Et je pense que tu dis, ça fait 1 an qu'il fait de la course à pied, mais au rugby, je pense qu'il n'était pas là pour tailler le gazon. Il devait trottiner à certains moments quand même. Donc il a développé son potentiel. Oui. Si je te pose cette question-là, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, comme tu partages sur les réseaux ton parcours, ta préparation, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, à travers le pseudo Cours Petite Tomate, que j'ai pas dit en introduction, mais on le mettra en description de l'épisode. Est-ce que tu sens que, quels sont les retours que les gens te font sur l'impact que tu peux avoir sur eux à travers tes contenus? En fait, c'est tout simplement que je les ai aidés à se motiver. Et moi, quand je reçois ce genre de message, c'est toujours un petit peu difficile pour moi parce que j'ai vraiment pas l'impression d'aider quelqu'un concrètement. Surtout quand on est sur les réseaux. Moi, en plus, j'habite pas Paris, j'habite à Bordeaux et du coup, je fais pas énormément d'événements. Et donc, je vois un chiffre, mais c'est tout. J'ai beaucoup de messages et c'est ça qui me touche énormément et c'est là où on voit l'impact. Mais sinon concrètement, oui, ça va être vraiment d'avoir aidé les gens dans leur process de motivation, de créer une routine ou justement sur des conseils, que ce soit pour du coaching, que ce soit pour des entraînements, etc., etc. Est-ce que toi, ça t'aide dans ta pratique? Ça m'aide dans ma pratique pour me motiver déjà moi-même, parce qu'en fait, je me dis, oulala, il y a quelques personnes qui me regardent quand même et du coup je veux pas me décevoir moi, mais je veux essayer quand même de raconter une histoire autour du running également à ma communauté. Est-ce que on peut faire le parallèle, parce que les gens forcément qui vont t'écouter ou qui te suivent, eux ont pas une grande audience comme tu peux avoir, mais est-ce que toi tu ferais un parallèle entre l'émulation collective que tu as pu avoir sur ton premier marathon avec ton papa, où en fait tu tirais l'un l'autre, et aujourd'hui l'émulation collective que tu peux avoir avec les gens qui te suivent, où en fait tu te sers aussi d'eux pour te tirer et eux se servent de toi pour les motiver? Oui, totalement, c'est un échange. Moi, je partage mon quotidien de sportif, je suis pas professionnelle, mais je pense que c'est ce qui est intéressant aussi. J'aime beaucoup en fait
voir des personnes qui sont pas spécialement professionnelles. Je me projette beaucoup plus dans ce genre de personnes parce que je me dis c'est peut-être possible pour moi. Et quand je raconte un petit peu mon parcours d'être passé de 5h20 à 3h20, 3h14 sur marathon, y a certaines personnes qui me disent mais c'est incroyable et ça me motive parce que moi réellement à l'époque je pensais vraiment pas passer en dessous des 4 heures sur marathon et en fait on voit juste, comme on dit, le travail paie. Là, c'est un petit peu ça en course à pied aussi. Et quand on est régulier, qu'on aime ce qu'on fait, pour moi, en tout cas, ça a fonctionné. Ouais, c'est ce qui est bien avec ce sport, c'est que vu qu'il est entre guillemets bête et méchant, il n'y a pas l'aspect technique est quand même assez limité par rapport à d'autres sports où si t'es mauvais avec un ballon, tu peux essayer tous les sports de ballon. La natation que t'as pu essayer. Oui, c'est vrai. Que vous avez pu essayer. Oui. C'est pareil. Le vélo aussi un peu quand même parce que je pense que j'étais pas faite pour ce sport non plus avec faut quand même de la force et je pense que j'en avais pas non plus totalement. À travers ton parcours, les leviers que tu as activés, donc tu l'as dit, le plaisir et la passion intrinsèque pour la course à pied, prendre le temps, un chemin très très long, être entouré, ton environnement, que ça soit d'abord avec ta famille, puis ensuite avec ton club, puis encore ensuite avec ta communauté. Est-ce que tu as un autre levier auquel tu penses, qui a pu t'aider et que tu pourrais partager avec les gens, qui pourrait les aider dans leur pratique? Qui a pu m'aider, je ne sais pas, mais par contre, à l'heure actuelle, j'aimerais bien me lancer pas mal de challenges à mon niveau. Oui, maintenant, j'ai couru des marathons. Je pense que sur les marathons, je vais essayer d'aller chercher un chrono plus bas pour le marathon de Copenhague qui arrive bientôt, donc moins de 3h14. Mais ensuite, ça va être ne plus me focus non plus totalement sur la montre et vraiment aller chercher d'autres choses. Moi, j'ai découvert le trail il y a 2 ans. J'aime beaucoup cette discipline aussi. Le problème, c'est que c'est difficile de m'entraîner à Bordeaux, mais je pense que je vais essayer de me mettre, on va dire, des challenges dans cette discipline et pourquoi pas d'aller chercher plus loin au niveau de la distance. Ma plus grosse distance a été le 55 km avec 3500 mètres de D+, et du coup j'aimerais aller plus loin et dans le futur vraiment lointain, parce que moi vraiment j'essaie de faire je dirais pas les choses bien, mais de prendre mon temps, d'aller pourquoi pas sur du 70 et peut-être un jour 100, qui sait, peut-être un jour 150, 170, je ne sais pas, si j'en ai les capacités et surtout aussi le mental. Mais c'est intéressant parce que je trouve c'est un truc qu'on retrouve beaucoup, il y a des pratiques similaires pour les gens qui courent depuis longtemps. C'est pas, à part les professionnels, mais c'est rarement linéaire, c'est t'as couru, c'est du triathlon, revenu à la course sur route, un peu de trail, du marathon, et en fait, faire 2 marathons par an pendant 15 ans, je pense que c'est quand même, en tant qu'amateur, c'est quelque chose qui est compliqué de tenir. Enfin, moi, je sais que là, j'ai fait quand même pas mal de marathons les dernières années. Je sens qu'il va falloir faire autre chose un petit peu après parce que c'est bien, mais le trail, c'est autre chose. On peut aller se mettre des défis sur plein de choses, puis des défis, quand on dit des défis, c'est personnel au final. Je sais pas comment tu parles, mais c'est de se dire, bon, moi je vais me challenger, moi je vais aller me rendre compte de ce que je peux faire aussi et de faire... et c'est une aventure en fait, on est là pour s'amuser dans le sport, donc ça permet ça aussi. Ouais, j'ai toujours en plus moi aimé l'endurance. J'ai commencé assez jeune, on va dire dans la catégorie espoir, et pourtant j'ai toujours aimé l'endurance, alors que souvent en club ou avec les entraîneurs on te dit non, reste un peu sur la piste, fais du court, et c'est pour ça que mon parcours est un petit peu aussi de cette manière. Je dirais pas qu'à l'époque je les ai remerciés parce que je voulais faire du plus long. À chaque fois je demandais est-ce que je peux faire un semi-marathon, je sais plus à quel âge j'ai fait mon premier semi-marathon, je sais plus si l'âge légal c'est 16 ou 18, je me rappelle plus si je l'ai fait du coup à 17 ou 18 ans, mon premier semi. Et ensuite, au fur et à mesure des années, quand ils m'ont laissé aussi m'épanouir, on va dire, dans tout ce qui était un peu plus endurance, je suis montée rapidement sur du marathon. Et même encore où on me propose de faire des 1500, des 3000 mètres, je dis non, c'est bon, c'est pas grave. Peut-être que je vais pas progresser, on va dire,
aussi rapidement, mais par contre, je vais prendre beaucoup plus de plaisir et ça, c'est beaucoup plus important pour la progression aussi. Oui, je suis d'accord. Il y a des avantages à vouloir développer la vitesse avant de passer sur l'endurance, mais bon, on va dire que pour des pros, peut-être que... Et encore, on en revient pas mal, parce qu'on voit quand même beaucoup de marathoniens qui attaquent à 22-23 ans maintenant. Oui. Je trouve que c'est plutôt pas plus mal que d'attendre d'être en fin de carrière pour se mettre sur cette distance. Les chronos parlent d'ailleurs, mais nous, en tant qu'amateurs, le but c'est principalement... Enfin, le chrono ultime c'est bien, mais si en fait on se fait chier au quotidien dans l'entraînement, bon, c'est pas forcément ça qu'on vient chercher et on a besoin de ce côté... je sens que... C'est ce qu'on nous partage beaucoup là, ça fait qu'un jour qu'on est au salon, mais les gens disent « Ah, j'ai adoré ma prépa marathon ». Bon, bah en fait, rien que là, on peut se dire c'est gagné parce qu'on passe 99% du temps à nous préparer et 1% peut-être dans la course. Donc c'est bien de se faire plaisir dans la course, mais il faut qu'au quotidien, ça soit épanouissant. Oui, totalement. Pour terminer ce podcast, là il y a plein de gens qui t'écoutent et qui vont très sûrement tous courir le marathon dimanche. Toi qui en as couru quelques-uns, est-ce que tu as un ou deux petits conseils, derniers petits conseils qui peuvent encore changer? Leur dis pas de changer leur nutrition ou de manger parce que c'est trop tard pour eux. Mais non. Est-ce que tu as un dernier conseil pour eux? Alors, j'ai pas spécialement de conseils, mais par contre, le premier ou même le second, le troisième marathon, on peut se mettre beaucoup la pression. Et je connais... Ayant été en club d'athlétisme, je vois beaucoup de personnes se mettre énormément de pression pour une course. Moi qui ai fait par exemple quelques courses sur piste, je trouve que c'est beaucoup plus impressionnant parce qu'en fait il y a des personnes tout autour du stade qui te regardent. Là pour le marathon, notamment le marathon de Paris, il y aura des spectateurs, mais en fait il y a tellement de monde que ton propre défi, il est avec toi-même et du coup tu peux que faire bien et si la prépa s'est bien passée, je vois pas pourquoi le marathon se passerait mal. C'est des calculs. Enfin, en tout cas, moi, j'ai fait plein d'erreurs parce que je m'étais pas très bien préparé le premier marathon. Mais les autres marathons, quand tout s'est bien déroulé, quand j'ai fait la prépa et quand j'ai écouté également l'entraîneur, tout s'est bien passé. Merci beaucoup Marine. Je le répète pour terminer, on peut te retrouver donc sur Instagram et sur YouTube sous le pseudo Cours Petite Tomate. Bon courage pour ton marathon à venir et puis bon courage à tous ceux qui sont là pour leur marathon dimanche. Merci Marine beaucoup. encore. Merci.